Madame, Messieurs, merci d'être avec nous dans le cadre de cette émission. Un homme, un concept. Aujourd'hui, comme dans les précédents numéros de cette émission, nous allons essayer d'analyser froidement des questions ayant trait à l'actualité ou pas. Mais aujourd'hui, souffrez que nous puissions également parler de ce sujet qui a tenu tout le monde, qui tient tout le pays en pleurs, qui a créé de l'émoi au sein de la population quinoise, congolaise, africaine et voire même mondiale. On parlera bien entendu de la mort d'Étienne Tshisekedi sur fond, en tout cas, de ce colloque organisé tout récemment par le collectif 24, colloque autour du droit d'accès à l'information, la liberté d'expression et la participation citoyenne. Pour passer en revue toutes ces questions, essayer d'analyser quand même assez froidement cette problématique de l'accès à l'information et de la liberté d'expression ici en République démocratique du Congo. Retrouver avec nous ce soir Henri Lukenja. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Elisabeth. Alors vous êtes le coordonnateur du collectif. Je suis le secrétaire exécutif. Secrétaire exécutif du collectif 24. Ouais. Donc c'est quand même une organisation qui est là, qui lutte, qui travaille pour l'accès à l'information. Oui, c'est une plateforme de la société civile qui regroupe actuellement plus de 50 organisations qui militent ou qui travaillent pour la promotion et la protection du droit d'accès à l'information. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'information, on ne peut pas parler de l'accès à l'information, on ne peut pas parler de la liberté d'expression sans faire référence quand même à Étienne Tshisekedi. Parlez-nous, qu'est-ce que vous retenez d'abord de l'homme? Vous, en tant qu'individu, en tant que Congolais, que retenez-vous de l'homme? Oui, merci d'abord par rapport à cette opportunité. C'est le moment aussi de présenter les condoléances à sa famille biologique et politique et pourquoi pas à tout le peuple congolais parce que, comme vous me posez la question, Étienne Tshisekedi, pour nous, en tant que Congolais et en tant qu'acteurs de la société civile, nous les synthétisons en trois qualificatifs, que pour nous c'est un père de la démocratie au Congo, pour nous c'est un père de la non-violence et c'est un père de la résistance pour un état de droit. Parce que c'est quelqu'un qui a milité pour que le pays soit vraiment sur les rails démocratiques, quand bien même que ceux qui commencent n'arrivent toujours pas au bout. Mais il l'a fait dans la non-violence, parce que Tshisekedi n'a pas pris des armes, et tout son combat, c'était vraiment avec des méthodes pacifiques et non-violentes, et il demandait toujours à la population de tenir bon, de résister face à la dictature, face à l'imposture, et que je pense que c'est vraiment une icône qu'on perd dans ces moments ici très critiques de la transition en République démocratique du Congo. À quelle hauteur a été l'apport de Étienne Tshisekedi dans, entre guillemets, si on peut parler aujourd'hui de la liberté de la presse, d'expression, ici en République démocratique du Congo? Oui, effectivement, je pense que quand on parle de la liberté d'expression, il y a plusieurs manières de s'exprimer. Et je pense que les manifestations publiques sont aussi un autre mode d'expression. Lorsque Tshisekedi invite les gens, par exemple, devant une situation, il dit non, tout le monde marchons sur la rue pour exprimer notre ras-le-bol, notre opinion. Je pense que c'est aussi une manière d'amener les gens à exprimer réellement, clairement ce qu'ils ressentent. Lorsqu'il demande aux gens, parce qu'on n'est pas d'accord et que les marches, ça ne tient pas, une journée vie morte, c'est aussi une manière d'exprimer. Donc, je pense qu'il a utilisé plus de techniques ou plusieurs modes qui amènent les gens à exprimer leur opinion. Et je pense que de manière pacifique, et quand bien même il y a toujours des échauffourées par rapport à la résistance du système, mais qu'à cela ne tienne, lui-même n'a pas été violent. Et son apport vraiment, c'est cette liberté d'expression, cette manière de conduire les Congolais à exprimer clairement ce qu'ils pensent par toutes les manières, soit par des marches, par des sittings, par des journées vie morte et pourquoi pas par des sensibilisations au niveau des meetings. Malheureusement, il est parti parce que les dernières minutes de sa vie, les derniers jours, il a toujours voulu s'exprimer à la nation, mais
on ne lui a pas donné cette opportunité-là, ce qui fait qu'on n'a pas su réellement quel pourrait être son dernier discours qui serait un testament pour les Congolais. Mais qu'à cela ne tienne, c'est quelqu'un vraiment... D'ailleurs, c'est lui-même le berceau de l'opposition. Si aujourd'hui on a des opposants qui s'expriment, c'est vraiment le guide de ce Tshisekedi. Est-ce qu'il a quand même essayé d'influencer même au niveau de la société civile par sa façon, sa manière de travailler, notamment en organisant ces différentes... Est-ce que vous vous reconnaissez aussi un peu dans la manière de faire de Tshisekedi? En fait, au niveau de la société civile, parce que la société civile a toujours prôné la prise en charge de la population, l'auto-prise en charge de la population, et dans la non-violence active. Et je pense que sa manière aussi de conduire les gens avec des techniques vraiment non-violentes, nous pouvons dire que pour nous, c'est un Gandhi de la RDC qui a essayé un peu de pousser. Et que je pense qu'au niveau de la société civile, ce qu'on retiendra de lui, c'est que cette manière-là de ne pas vouloir que les sangs des Congolais coulent et qu'il faut les encadrer, travailler leur morale, leur psychologie, leur savoir-faire et les encadrer pour que lorsque vous dites un mot, on vous suit. Et qu'aujourd'hui, je pense que c'était la seule personne qui pouvait dire demain on fait ça et les gens vont suivre. Et je pense que c'est un modèle aussi pour nous, la société civile, parce que surtout la société civile quinoise, parce que nous voyons nos collègues à l'Est, il suffit seulement que la société civile lance un mot et la population obéit. Mais on a encore du pain sur la table, sur la plaque ici à Kinshasa, parce que je ne vois pas à un certain moment la société civile peut lancer, mais la participation, l'adhésion populaire traîne encore. Mais Etienne Tshisekedi, c'était quand même une icône qui faisait ça. Et tout le monde redoute quand même l'après-Tshisekedi. On se dit, bah, est-ce qu'on trouvera quelqu'un à même de rivaliser avec ce que Tshisekedi réussissait à faire? On trouvera-t-il cette personne du côté de la société civile capable de dire non à certaines injustices, bon, je capable pense que, de soulever les masses pour décrier? Bon, je pense qu'au niveau, ce n'est pas que Tshisekedi est parti et que tout est fini. C'est comme à l'époque, on disait que Chebeya était parti, mais on pensait que le mouvement des droits de l'homme était stoppé. Mais après Chebeya, le mouvement s'est encore accentué de force avec les mouvements pro-citoyens, les mouvements citoyens, ainsi de suite. Et que j'estime que son départ n'est que du ferment ou soit des composts communs pour essayer un peu de fermenter ces flammes-là de l'ardeur pour défendre les libertés fondamentales et surtout défendre la démocratie, défendre la bonne gouvernance et défendre en même temps les droits de l'homme. Et je pense que ce n'est pas parce que Tshisekedi est parti et que le Congo s'arrête, ça doit continuer et que je crois au génie des Congolais, donc ça va aller. Parce qu'imaginez-vous, après Lumumba, on pensait que c'était fini, on a eu des gens, comme je disais avec Chebeya, on pensait que c'est fini, et maintenant, après Laurent Désiré Kabila, on pensait aussi que c'est fini. Donc il y a la ressource humaine. Il y a toujours des ressources humaines qui sont là, et que je pense que les acteurs politiques ne puissent pas se tromper de croire que parce que Tshisekedi est parti et que tout s'arrête et commencer à faire des choses. Il y a quelque chose que Tshisekedi a laissé dans les têtes des gens, c'est résister pour l'alternance politique, pour la démocratisation de ces pays. Et pour le respect des différents droits, droits et libertés fondamentales. On va essayer, comme je l'ai toujours dit, de rendre à notre façon hommage à Tshisekedi en parlant justement de tous ces droits qu'il a essayé de défendre tout au long de son existence ou de sa lutte. Il s'agit notamment de la liberté d'expression, le droit d'accès à l'information. Et ça, ça constitué, ça fait l'objet d'un colloque que vous, Collectif 24, avez organisé récemment. Pourquoi ce colloque et pourquoi l'avoir organisé à cet instant même? Oui, effectivement, pourquoi ce colloque? Parce que vous viendrez que... J'allais dire un autre colloque de plus, hein? Oui, bon, pas de plus parce que ce colloque s'adapte toujours au contexte du pays. Et que le Collectif 24 a son 3e colloque national lié à la question d'accès à l'information, mais nous lions toujours l'accès à l'information avec un autre droit. Le 2e colloque, c'était
le droit d'accès à l'information et le développement durable, parce qu'on pensait qu'à ce moment-là, les programmes du gouvernement nous parlaient toujours de la révolution de la modernité, il faudrait que les gens participent. Donc, pour conduire les pays vers la modernité, il va falloir que les citoyens accèdent à des vraies informations pour qu'on évite les marchés pirates ou des négociations, ainsi de suite, cachées avec l'histoire des commissions, ainsi de suite. Mais la spécificité de ces colloques et pourquoi l'accès à l'information et la liberté d'expression et la participation citoyenne, c'est tout justement parce que si vous prenez le temps, l'année 2016, c'était une année importante. Une année importante dans ce sens que c'était une année où le monde célébrait les 250 ans de l'existence de ces droits depuis que la Suède a lancé la première loi relative à l'accès à l'information. C'est aussi une année que l'UNESCO et les Nations Unies ont reconnu officiellement ces droits et ont consacré la date du 28 septembre comme étant une journée internationale du droit du public d'accès à l'information. C'était aussi une année où les nations par rapport ont basculé aux objectifs de développement durable et que l'objectif 16 points et les cibles 10 parle effectivement de la question d'accès à l'information. Et si vous regardez 2016, on a connu pas mal de problèmes. Il y a des problèmes liés à des libertés fondamentales, notamment les libertés d'expression et d'opinion, où on a enregistré pas mal d'arrestations, les questions, il y en a connu aussi des cas d'assassinat, tout ça, dû au contexte politique, et tout simplement parce que ces droits-là n'est pas garanti. Alors nous sommes dit, cette année, c'est une année charnière, une année de l'alternance, une année vraiment de la transition. Comment faire pour garantir ces droits-là? Parce qu'en fait, tous les problèmes arrivent, quand on parle même de la crispation politique, c'est parce que les gens expriment leur opinion et qu'ils sont inquiétés. Ouais, parce que les journalistes font leur travail et ils sont inquiétés. Mais la manière pourquoi ils le font de la manière d'une ou de l'autre manière. C'est ça aussi. Tout on veut simplement, bien défendre les libertés fondamentales, mais effectivement, il y a une façon de le faire mais aussi. tout ça, c'est comme ça. Et c'est ce qui justifie ces colloques. Parce que nous sommes rendus compte que le grand problème est lié à l'accès à l'information. Lorsqu'on accède à la vraie information, à des vraies sources, et qu'on va s'exprimer avec toutes les responsabilités, et que son opinion ne serait pas attaquée, parce qu'on sait que ce qui est dit là, c'est vrai. Mais il s'est fait qu'au niveau du Congo, jusque-là, la loi relative à l'accès à l'information n'est pas encore votée, quand bien même le Sénat a déjà voté depuis octobre 2015, mais ça traîne au niveau de l'Assemblée nationale, quand bien même que la commission PAG socio-culturelle ont fini presque le travail, mais le processus a pu traîner. À votre avis, pourquoi ça traîne? On va reparler de ça, parce qu'il faut qu'on insiste quand même. La loi est importante, mais pourquoi ça traîne, à votre avis? Bon, à notre avis, c'est une loi permissive. En fait, vous savez que cette loi amène un peu beaucoup de changements. Les gens qui se sont habitués au secret, les gens qui se sont habitués à des commissions, des opérations retour dans les passations des marchés publics et que tout est secret, la corruption, ainsi de suite, ne peuvent pas accepter l'ouverture. Et ça risque d'exposer un grand monde. Vous pensez que c'est ce qui justifie quand même cette réticence de l'Assemblée nationale? Je pense que si on veut bien le Congo, cette loi-là est importante. Et voilà pourquoi, même des questions de liberté d'expression, si aujourd'hui les journalistes accèdent à la vraie source, vous savez qu'au Congo, il est difficile d'organiser un journalisme d'investigation. Parce que pour accéder à la vraie source d'information, ça pose problème. Et même aujourd'hui, lorsqu'on parle de délit de presse, tout simplement parce que les journalistes, au lieu qu'ils soient un journaliste d'information, ils se transforment en journaliste d'opinion parce qu'il n'a pas accès à la vraie source. Pour mieux traiter et croiser ces données et donner l'information, ils se limitent aux opinions. Et par conséquent, les politiques pensent qu'ils prennent des opinions diverses et qui n'entrent pas par rapport à leur politique. Conséquence, on met les journalistes en prison. Et que si les gens se manifestent, on les met en prison. Mais nous pensons que lorsque les gens accèdent aux informations,
ils peuvent bien exprimer leur opinion. Et que lorsqu'on exprime son opinion, ça serait une opinion éclairée et ça va faciliter la participation citoyenne qu'aujourd'hui, on crie tout et haut qu'il faut une nouvelle citoyenneté. La nouvelle citoyenneté exige que les citoyens participent, mais les citoyens ne peuvent pas participer dans le flou. Il faut qu'ils participent là où les choses sont claires et en connaissance des causes. Mais admettez quand même, M. Longenja, que ça bouge de ce côté-là. Il y a quand même des améliorations à noter, notamment par rapport à l'accès à l'information et à la liberté d'expression. Oui, il y a beaucoup qui est en train d'être fait, peut-être pas à votre rythme, mais il y a quand même une évolution. Bon, vous savez, on ne dira pas qu'on est à zéro. Il y a quand même des pas qui se font, mais ce n'est pas encore assez. Et surtout, vous prenez l'administration publique aujourd'hui, allez demander des informations auprès de l'administration publique, on va vous dire non, demandez l'autorisation du ministre, venez avec l'autorisation du secrétaire général. Vous savez, madame, on a organisé... Ils ont le devoir de réserve, ce n'est pas dans leur principe. Oui, mais c'est justement là où je voulais atterrir. Parce que vous savez, on organise les colloques, on réserve tout un panel pour que l'administration publique puisse partager avec nous quelles sont les politiques gouvernementales d'accès du public à l'information. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas reçu comme écho de retour? Non, voilà, nous sommes astreints de voir de l'obligation de réserve et par conséquent, votre sujet est en opposition, soit en contradiction avec les secrets professionnels, ainsi de suite. Bon, on a compris que jusque-là, ils ne savaient pas vraiment de quoi il s'agissait et que pour nous, c'était un défi pour que cette année, on travaille encore plus à côté de l'administration publique pour qu'elle sache que les documents, les informations qu'elles détiennent, ça ne leur appartient pas, ça appartient au peuple et que toute personne a droit d'accéder à ces informations, sauf les informations qui peuvent nuire l'intérêt général de la nation. Est-ce que vous ne trompez pas de cible? Parce que justement, quand vous allez auprès de cette administration-là, on vous renvoie auprès des autorités. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas continuer à mettre plus l'accent sur ces autorités qui doivent notamment ôter ce réserve-là et pour ainsi libéraliser ou permettre cet accès facile à l'information? Bon, je ne pense pas qu'on puisse se tromper les cibles. Vous savez, lorsqu'on mène un plaidoyer, une campagne, c'est vraiment comme les gens qui sont au front. Je ne suis pas militaire, mais je pense que dans un front, vous avez les bombardiers, vous avez les fantassins, vous avez des éclaireurs, et que lorsqu'on monte tout un plan, on tient compte de tous ces éléments-là. Alors, je pense qu'on travaille avec l'administration parce que demain, si la loi est votée, c'est auprès de cette administration que la population va demander. Il faut travailler aussi avec la population pour qu'elle sache que c'est son droit, l'accès à l'information et la liberté d'expression constituent des droits de l'homme fondamentaux et qu'ils doivent demander les informations et les obtenir. Et dans l'entretemps, on n'oublie pas les politiques. Voilà pourquoi, en commençant notre action, nous avions commencé d'abord par initier la loi. Et que nous pensons que les politiques quand même ont changé parce que de temps en temps, on a toujours l'appui moral du gouvernement à travers les porte-parole du gouvernement qui à chaque instant on les sollicite, si pas qu'ils soient là physiquement, il l'envoie ne serait-ce que son directeur de cabinet ou son conseiller et c'est lui-même qui rédige son texte pour nous donner des orientations. Donc depuis qu'on a commencé ce combat depuis 2009, le porte-parole du gouvernement est toujours à côté pour guider ainsi de suite. C'est pour montrer qu'au plus haut niveau, il y a quand même cette volonté politique. Ce qui a fait que lorsque le sénateur Moïse Yanrugabo a déposé la loi, il fallait avoir l'avis favorable du gouvernement. Le gouvernement n'a pas pu tarder à donner son avis. C'est ce qui a permis que le Sénat puisse voter ces lois en octobre 2015. Mais c'est pour dire que les politiques qui sont quand même travaillés et que nous sommes sûrs qu'en 2017, ici, les députés, à la session de mars, ils vont nous aider à avoir cette loi. Il y a cette administration publique, il y a les politiques, mais il y a également cette population, vous venez d'en parler, qui doit prendre conscience de ses droits et essayer de l'exercer. Vous, au niveau du collectif 24, hormis le colloque, qui je crois qu'il est dans un format réduit,
que faites-vous ici à Kinshasa et à l'intérieur du pays pour justement conscientiser cette population à s'approprier cette lutte ou ce droit qui au fini, le sien? Bon, vous savez, le Congo étant grand, et ce que le collectif 24 fait pour conscientiser la population à l'aide de certains bailleurs qui nous aident pour qu'on puisse faire ce travail, c'est que nous organisons de temps en temps des formations sur le droit d'accès à l'information, où on montre à la population que d'abord c'est votre droit, et même alors s'il n'y a pas encore la loi, il y a la Constitution, l'article 24 de la Constitution qui dit que toute personne a droit à l'information. Et parlons de la liberté d'expression, il y a l'article 23 de la Constitution. Vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 19 et tous les traités, conventions et accords internationaux signés et ratifiés par la République démocratique du Congo qui font force des lois supérieures à nos lois et que, étant donné que tout cet arsenal juridique garantit les droits d'accès à l'information et la liberté d'expression, nous pensons que la population ne devrait pas attendre la loi. La loi ne donne que des principes ou des procédures au niveau interne, mais cela n'empêche que la population puisse jouir de ces droits-là. Voilà le travail que nous faisons. Même passer dans des médias, c'est aussi une manière de sensibiliser la population pour qu'elle sache même dans le plus recoin du pays que c'est son droit, même s'il est vraiment au fin fond de la forêt, là, s'il suit, qu'il sache que c'est son droit et qu'il n'a qu'à aller demander. Mais il y a des procédures qu'il faut demander. Et c'est un travail de fourmi que nous sommes en train de faire. Je pense que ça va aller. Et il y a l'Internet qui vous facilite également la tâche parce que on est quand même dans un domaine qui n'est pas encore assez bien réglementé. Ouais. Ça peut, c'est vrai pour l'instant, ça peut jouer à votre faveur, mais à la longue, ça risque d'être un véritable problème également, justement pour cette liberté d'expression et pour cet accès aux sources d'information. Oui, bon, effectivement, la question de l'Internet, je pense que ça fait aussi l'objet de tout un panel au niveau du colloque. Et qu'au niveau du collectif 24, avec d'autres collègues de la société civile, nous sommes constitués en groupe multi-acteurs pour la gouvernance de l'Internet, que nous appelons MAG. Et le collectif pousse le gouvernement à avoir des politiques sur la gouvernance de l'Internet. On sait qu'aujourd'hui, l'Internet, l'accès à l'Internet, c'est un droit de l'homme. L'Internet lui-même, c'est un outil qui nous facilite de jouir de tous les droits possibles. Et qu'aujourd'hui, ça frise de partout cette question de liberté d'expression. Mais nous pensons que, aussi longtemps que ça ne nuit pas à la vie privée d'un individu, ça ne nuit pas à la sécurité nationale, toute personne est libre d'exprimer ce qu'il pense. Ouais, ça devient quand même un peu trop photo. Hein? On y voit du tout et du n'importe quoi. Ouais, bon, le problème, c'est là où nous invitons à la responsabilité du gouvernement. Parce que le gouvernement, au lieu de procéder directement à la coupure totale de l'Internet, ce qui constitue un crime contre l'humanité, nous pensons que le gouvernement devrait former ces agents, donc les agents de l'administration, même au niveau de l'RTPC et le CPT, ils devraient les former avec la nouvelle technologie pour qu'ils sachent faire le filtrage ciblé. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Il y a ailleurs, il suffit seulement de taper, aller aux États-Unis, taper seulement le nom Ben Laden, ça ne va pas s'afficher. Taper terrorisme, ça ne va pas s'afficher. En même temps, comparer la technologie aux États-Unis et ici, c'est une manière de dire que si on veut la révolution de la modernité, c'est entre autres ça, parce qu'aujourd'hui, l'Internet est au cœur de la révolution de la modernité. Au lieu de couper carrément l'Internet, le gouvernement devrait s'investir, et c'est là la responsabilité du ministre ayant les postes et l'éthique à sa charge, de vraiment faire un effort pour mettre une infrastructure, une technologie qui permettrait que des histoires, par exemple, vous prenez des photos horribles qu'on met
qui peuvent créer des émotions aux gens. Dès qu'on voit ça, ça ne passe pas. Ou soit des propos incendiaires, ou soit des propos qui incitent les gens à la rébellion, que ça ne passe pas. Mais couper, c'est vraiment inadmissible parce qu'imaginez, si on vous coupe l'Internet, aujourd'hui, Madame Élisée, je ne sais pas comment vous allez vous retrouver. Impossible de travailler. Si vous ne vous retrouvez même pas avec votre Facebook, Twitter, et vous êtes en ligne, comment vous allez fonctionner? On vit avec maintenant, là, c'est impossible de travailler sans le net. On va très bientôt terminer. Il y a eu ce colloque, le collectif 24 a organisé en tout début de cette année. L'année reste encore assez longue. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Parce que on estime que la bataille est loin d'être finie par rapport à cette problématique d'accès à l'information. Oui, mais effectivement, merci pour l'opportunité. Je pense que l'organisation même de ces colloques au début de l'année, et comme je dis que c'est une année charnière par rapport à la situation politique, la gouvernance dans notre pays, et que la question d'accès à l'information est au centre, parce que même pour les élections, les citoyens ont droit d'accéder aux informations pour savoir qui je vais voter. Les citoyens ont droit d'accéder aux informations pour savoir, par exemple, Madame Élisée, vous êtes candidat, mais on doit savoir combien vous avez mis par rapport à votre campagne et d'où viennent ces sources-là, les sources de votre avoir. Ça ne relève pas du privé, ça? Non, mais effectivement, admettons qu'aujourd'hui, je prends tout le monde et vais aller au gouvernement. Ils veulent aller au gouvernement, c'est pour s'enrichir et battre campagne. Mais donc, on pourrait se servir de l'argent. C'est votre façon de voir les choses. Oui, on pourrait se servir de l'argent de l'État pour battre campagne. Ou soit on pourrait se servir des biens de l'État, les véhicules de l'État et le patrimoine de l'État pour battre campagne. Mais lorsque la population doit savoir et que partout, je pense qu'au monde, on doit toujours savoir les candidats, il a investi combien pour sa campagne, où est-ce qu'il a eu ces fonds-là. Donc, c'est important parce que vous ne pouvez pas... Ça peut arriver que vous avez pris des contacts avec un groupe terroriste qui supporte votre campagne et pour qu'après, demain, vous devenez président de la République ou député, vous puissiez prendre des mesures en faveur de ces groupes. Mais c'est au détriment de la population. La population a le droit de connaître, ce qui voudrait dire que même les élections, la question d'accès à l'information est au centre. Donc, cette année, nous pensons qu'au niveau du collectif, le travail est encore grand. Nous devons continuer à conscientiser nos honorables députés pour que la session de mars puisse voter la loi relative à l'accès à l'information et que comme l'accès à l'information, il y a les premiers chercheurs d'information sont des journalistes, nous devrions aussi commencer à pousser les plaidoyers pour que la loi sur la liberté de la presse, laquelle loi, le collectif 24 a introduit toute une dimension qui n'était pas dans l'ancienne loi, c'est-à-dire les médias en ligne, les questions de web journalistes, les questions de la gouvernance de l'Internet. Donc, nous devrions pousser aussi cette loi qu'il y ait encore au niveau, une fois de plus, au niveau de l'Assemblée nationale. Et la dépénalisation de délit de presse également. Oui, tout ça, je pense que ce sont des questions. Je pense qu'au niveau de la dépénalisation, j'ai décidé par rapport à ça, on collabore par rapport à ça. Mais nous estimons que la dépénalisation pour nous, lorsque on va dépénaliser, mais si les journalistes ont la loi relative à l'accès à l'information et qu'on améliore la loi relative à la liberté de la presse, parce que la loi actuelle est quand même liberticide, si on améliore, ça va atténuer tant soit peu les délits de presse et que la place du journaliste ne sera plus en prison, ça sera devant ses pairs qui doivent les juger. Alors, donc ce travail de plaidoyer et lobbying devrait continuer, le travail aussi de lobbying par rapport à des politiques publiques en matière de la gouvernance de l'Internet, il faut le continuer et en même temps, la loi c'est une chose, il faut voir les mesures d'application et les mécanismes d'application de cette loi. Avec l'Internet aidant, on pourrait mettre certaines dispositions qui peuvent aider à ce que les gens accèdent facilement aux informations, mais il faudrait aussi continuer
le travail de sensibilisation et de formation des acteurs. Juste un peu, parce que vous avez abordé la problématique électorale, vous travaillez aussi avec la CENI par rapport à ces questions électorales pour... Oui, bon, par rapport à la question électorale, avec le collectif 24, tout comme d'autres, on travaille avec AETA. Okay. Et que AETA constitue pour nous le point focal de cette thématique. Et que le collectif 24 est membre de l'Édiciel. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que nous nous organisons et nous apportons notre plus dans ces processus. Et comme on est bien structuré, donc à travers AETA, nous faisons toujours un travail de suivi et surtout des questions de monitoring électoral. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Ok, c'est moi qui vous remercie, tous les téléspectateurs de Congo Web. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été de notre ce soir. On se dit au revoir et on se donne rendez-vous le dimanche prochain pour un nouveau numéro avec un autre invité. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve prochainement. La rediffusion de cette émission, c'est déjà le lundi. Bonne suite de programme en compagnie de la télé haute définition. Au revoir et à très bientôt.